L'histoire que nous allons vous raconter commence en Allemagne il y a une quarantaine d'années. À cette époque, lorsque nos grands-parents se mariaient et décidaient par exemple d'aller en voyage de noces à Paris, ils se heurtaient à bien des obstacles avant d'atteindre la ville lumière. Ce n'était pas une petite affaire. Tous deux avaient sur leur passeport une série de visas bien en règle. Pourtant, au passage de plusieurs frontières, ils subissaient un véritable interrogatoire. On leur demandait par exemple s'ils n'introduisaient pas clandestinement en France du beurre de Bavière ou des saucisses viennoises ou autres raretés soumises à des droits de douane. Le voyage était long et pénible. Heureusement, il y avait au bout Paris pour les récompenser. Les barrières qui existent encore aujourd'hui ne subsisteront plus demain que dans les manuels d'histoire et nous les aurons oubliées. Rendons tout de même hommage à nos grands-parents et à leur époque héroïque, et soyons heureux de ce que la paisible famille européenne de notre temps vive enfin dans un monde un peu simplifié. Pour le voyageur qui parcourt l'Europe des Six, c'est sur les cartes de géographie que la notion de frontière persiste. Paris, Rome, Amsterdam, Luxembourg, Bonn et Bruxelles sont pratiquement les grandes villes d'un seul et même pays, un peu comme du temps de Charlemagne. La grande communauté européenne en construction efface les barrières nationales. Une idée neuve est devenue l'objectif de tous les peuples de cette partie de l'Europe. Avenir commun, unité et bien-être. Les meilleurs esprits se sont préoccupés depuis longtemps de cette idée de communauté européenne. Or, celle-ci a trouvé ses assises au Conseil de l'Europe, qui réunit presque tous les pays de l'Europe occidentale dans la coopération générale des domaines économiques, sociaux et culturels. Politiquement, cependant, les progrès, malgré certains succès, ont été lents. On en est souvent resté à des souhaits de Noël et les projets magnifiques ont dormi dans leur carton. Il y eut une exception, le plan Schuman. Ce plan se limitait à quelques objectifs bien précis, mais il visait haut et loin. Progressivement, sans forcer les étapes, le plan a instauré une méthode d'intégration économique, prouvant par son succès qu'elle pouvait s'appliquer à l'économie tout entière. Le secteur du plan Schuman, c'était celui du charbon et de l'acier. L'objectif à long terme englobait l'intégration européenne, politique, économique, dans un mouvement progressif. 6 pays, ennemis de naguère et fraîchement réconciliés, signèrent un traité. Le charbon et l'acier furent les piliers qu'on enfonça dans ce sol européen encore marqué par les conflits. À l'aide de ce matériel brut avec lequel on avait jadis forgé des armes, on édifia la grande idée de la communauté européenne, édifice de paix. Pour être clair, disons que le contrat de construction fut signé le 18 avril 1951. L'architecte en était Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, et la réalisation de ce but reçut le nom de Communauté européenne du charbon et de l'acier, en abrégé CECA. Cette expérience devait préparer la fusion des économies nationales et aboutir à l'unification politique des pays. En un mot, des nations rivales devaient s'unir en une sorte de grande famille, animée d'intentions pacifiques et résolues à travailler en commun. Et aujourd'hui, les problèmes du charbon et de l'acier apparaissent comme de l'histoire ancienne. La ratification du traité en juillet 1952 marqua l'achèvement du premier corps de bâtiment. Puis, on construisit la communauté européenne, on agrandit la bâtisse pour y loger la communauté atomique, et l'on va maintenant tout réunir sous le toit de la communauté européenne. Mais les premiers plans, ceux de la maison mère, la CECA, ont déterminé le style et la construction de l'ensemble. Ils ont prouvé qu'à l'âge des fusions politiques, c'est par l'union que le but visé est le plus vite et le mieux atteint. La communauté européenne du charbon et de l'acier est la première union réalisée entre la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Italie et la République fédérale pour un marché commun du charbon, du minerai, de la ferraille et de l'acier. Le souci des intérêts nationaux laisse peu de place au souci de la prospérité du domaine commun. Mais à mesure que disparaissent les barrières nationales, les tarifs discriminatoires, les entraves contingentaires et les subventions malsaines, la production devient moins onéreuse et plus rentable. Désormais, en dépit des frontières nationales,
on fait venir le charbon nécessaire à l'acier de la mine la plus proche, et non plus comme autrefois d'une mine lointaine, sous prétexte qu'elle est dans le même pays. Et dans cet espace pratiquement sans frontières, les échanges de charbon et d'acier connaissent subitement un grand développement. Or, vous le savez, la progression des échanges abaisse le coût de la production. Pour que le marché commun prenne un essor réel, on va supprimer les droits de douane intérieurs et les contingents d'importation réciproque. Ainsi, la production s'écoule désormais dans les mêmes conditions sur tout le territoire européen et non plus seulement dans le pays d'origine. On abolit les subventions de toute nature ainsi que les avantages de prix consentis à l'exportation pour éviter que des prix intérieurs maintenus à un niveau artificiellement élevé ne permettent de subventionner les exportations d'une industrie non compétitive. On a éliminé toutes les restrictions aux paiements internationaux à l'intérieur du marché commun. On a uniformisé les tarifs ferroviaires sur l'ensemble du territoire. On a supprimé les restrictions à la circulation de la main-d'œuvre. Ainsi, des emplois sont devenus vacants pour les travailleurs qualifiés, quelle que soit leur nationalité. Le but de toutes ces mesures est de créer un ordre économique européen nouveau, de faire régner une libre concurrence au sein d'un espace sans frontières. L'entreprise était originale. Elle nécessitait à la fois protection et soutien. On prit garde d'éviter, d'une part, que des accords et des ententes ne soient conclus pour contrôler le marché, car des ententes et des concentrations trop puissantes viennent souvent gêner, par des accords sur les prix et des restrictions de production, l'évolution naturelle et qui, sous la pression de la libre concurrence, incite à la productivité. D'autre part, la spécialisation de certaines entreprises et la fusion d'autres entreprises non rentables permettent justement de rationaliser la production qui trouve un cadre plus favorable à son expansion dans le vaste espace qu'on lui a ouvert. Le nouvel ordre économique de la CECA assure donc une politique des prix et des ententes nouvelles et saines. Il institue des règles équitables convenant à toute l'étendue du marché commun. Désormais, les ententes sont interdites, les concentrations doivent servir l'intérêt général et sont, de ce fait, soumises à autorisation. Au cours des 10 premières années, plus de 200 cas d'ententes suspectes furent examinés par la CECA. Des concentrations furent approuvées ou rejetées. Des garanties furent exigées. La Communauté européenne du charbon et de l'acier a été la première organisation européenne à prendre de telles mesures et à les faire respecter sur l'ensemble du territoire, en dépit des frontières nationales. En effet, les membres s'étaient engagés à renoncer à leur souveraineté en ce qui concerne le charbon et l'acier et à transférer, pour ainsi dire, l'exercice de la puissance publique à une instance supérieure, la haute autorité. C'était une véritable révolution pacifique. Au-dessus des gouvernements des différents pays, on créait ainsi un gouvernement européen, une instance autonome, qui possédait désormais des pouvoirs, certes limités mais réels, lui permettant de développer et de surveiller le marché commun. Cette instance est elle-même contrôlée par son propre Parlement et sa propre Cour de justice. En outre, un Conseil des ministres délibérant au sujet des problèmes généraux assure la sauvegarde des intérêts nationaux légitimes. Haute autorité, Conseil des ministres, Parlement européen, Cour de justice, tout cela constitue une innovation en droit international. On créa aussi un impôt européen, le premier du genre, le prélèvement CECA. Ce prélèvement CECA représente actuellement 0,2% de la valeur de la production de charbon et d'acier. 2 pour 1000. Mais ces 2 pour 1000 ont rendu la nouvelle institution communautaire supranationale financièrement indépendante des gouvernements. Tout cela s'est réalisé progressivement en 5 ans. Et le 1er janvier 1958, date d'entrée en vigueur des traités instituant la Communauté économique européenne, la période transitoire de la CECA était pratiquement terminée. L'expérience a montré que sans léser les intérêts nationaux véritables, on peut très bien se comprendre, même lorsque l'on parle 4 langues différentes. Dans ce nouvel et grand espace, on produit davantage et plus économiquement que jamais.
Au cours des 10 premières années du marché commun du charbon et de l'acier, les échanges de marchandises ont presque triplé. Alors que les prix moyens de l'acier augmentaient de 16% en Grande-Bretagne et de 24% aux États-Unis, ils n'augmentaient que de 3% dans la communauté. Ainsi, le marché commun s'affirmait. Les ventes s'accroissaient et les prix demeuraient relativement stables. L'ampleur de ce nouveau marché et le jeu de la concurrence ont stimulé l'industrie qui a commencé à pratiquer une politique audacieuse d'investissement soutenue par les prêts de la haute autorité de la CECA. En 1963, les industries du charbon et de l'acier ont consacré 9 milliards de francs, soit 2 fois plus qu'en 1954, à la modernisation de leurs installations et à des acquisitions nouvelles. La production d'acier est passée de 42 à 73 millions de tonnes, soit environ 80% d'augmentation, essor plus rapide que dans d'autres espaces économiques. Et tandis que la part des États-Unis dans la production mondiale regresse d'environ 41 à 27%, la communauté européenne du charbon et de l'acier conserve une part inchangée de 20%. Avec 1/5 de la production mondiale d'acier, la CECA se hisse aujourd'hui au niveau de l'Amérique et de l'Union soviétique, entre lesquelles elle prend place. Par ses exportations, elle les devance même. La CECA est aujourd'hui le plus gros exportateur d'acier du monde. L'extraction du minerai a été centralisée sur les entreprises rentables et a augmenté de plus de 20% dans la communauté. La récupération de ferraille a doublé. Seule la production charbonnière n'a pas suivi le rythme de l'expansion générale. Elle a diminué quantitativement d'environ 6%. Car là où autrefois le charbon était à peu près seul à fournir l'énergie, on utilise aujourd'hui de plus en plus le gaz naturel et surtout le pétrole. Dans le monde entier, les possibilités de production ont dépassé les possibilités d'écoulement. L'offre d'énergie est devenue excédentaire et dans de nombreuses parties du monde, il en est résulté une crise des ventes de charbon, crise qui dure encore. La CECA a alors pu faire ses preuves, d'une façon qui devrait servir de modèle. En effet, au sein de la communauté, pays riches ou pays pauvres en charbon sont logés à la même enseigne, malgré leurs intérêts économiques foncièrement différents. La Belgique, par exemple, avec ses nombreuses mines qui fonctionnaient souvent autrefois dans des conditions nullement rentables, était particulièrement éprouvée par la crise. On produisait trop et trop cher. L'Italie, au contraire, ne possède pour ainsi dire pas de gisement charbonnier digne de ce nom. Elle n'avait donc pas de souci de ce côté. Au lieu d'être handicapée par le soutien de charbonnages nationaux, elle pouvait acheter à bien meilleur compte du charbon aux États-Unis. En effet, en France, en Belgique, en Allemagne, des montagnes de charbon invendables s'amoncelaient sur le carreau des mines. Au plus fort de la crise, en 1959, les stocks avaient atteint 30 millions de tonnes. En Belgique, la crise charbonnière menaçait de gagner d'autres branches de l'économie. La CECA intervint, mais tous les États membres n'étaient pas encore prêts à subordonner entièrement leurs intérêts nationaux à l'intérêt commun. Alors, on prit les mesures suivantes. L'Allemagne et la Belgique décidèrent de freiner leurs importations de charbon en provenance des pays tiers. En même temps, les mines, dont l'exploitation n'était plus rentable, spécialement en Belgique, étaient fermées, ce qui réduisait d'1/3 la production du pays. Ainsi, la Belgique était isolée, pour un certain temps, du reste du marché commun par des restrictions apportées aux échanges de charbon, ce qui donnait à l'industrie en crise la possibilité de se reconvertir. Les régions touchées bénéficièrent de crédits abondants qui furent utilisés pour réorganiser, pour reconstruire l'industrie et pour aider et réadapter les travailleurs. Grâce à une retraite en bon ordre, on réussit à éviter la catastrophe qui menaçait. La crise charbonnière s'est alors transformée en une récession organisée sans à-coups sociaux. Grâce aux coups de frein donnés à la surproduction et aux importations en provenance des pays tiers, et malgré la diminution des besoins, les stocks ont baissé progressivement. Des 32 millions de tonnes accumulées sur le carreau des mines, il n'en restait plus que 11 millions en 1963. Depuis 1953,
le nombre des mineurs a diminué d'environ 250 000. Grâce au crédit de la CECA, ils ont été professionnellement réadaptés et ont trouvé un autre emploi. D'autre part, l'amélioration du rendement et la modernisation systématiquement encouragée des installations vétustes ont provoqué une augmentation considérable de la productivité. Ainsi, le rendement est passé de 1,5 tonne à plus de 2 tonnes 1/3, soit un accroissement d'environ 60% par homme et par poste. Mais en dépit d'une meilleure productivité, le charbon continue à décliner. La raison en est que d'autres sources d'énergie économique assurent une part croissante de l'approvisionnement et que l'économie européenne s'y alimente. Il y a quelques dizaines d'années encore, la production d'énergie était uniquement une affaire de charbon. Aujourd'hui, au contraire, nous disposons, en très grande quantité, de diverses sources d'énergie qui se substituent au charbon. L'énergie hydraulique, le gaz naturel, principalement le pétrole, et tout récemment, l'énergie atomique. Une estimation élaborée minutieusement pour l'année 1975 démontre à quel point, selon toute probabilité, l'approvisionnement du marché commun en énergie se transformera au cours des années à venir. Les besoins en énergie auront alors triplé et il apparaît que le charbon n'en couvrira plus qu'environ un quart. La plus grande partie de nos besoins devra donc être couverte dans les prochaines années, surtout par des importations de pétrole. Plus tard, ce sera l'énergie nucléaire qui fournira elle-même le complément. L'Europe ne doit pas rester en marge de cette évolution. Elle risquerait d'être économiquement et politiquement éclipsée pour deux raisons essentielles. Coût trop élevé de son énergie et insécurité d'un approvisionnement tributaire des importations. Mais une telle évolution ne doit pas se faire dans le désordre. Elle doit se faire méthodiquement dans le cadre d'une politique énergétique européenne. Elle doit permettre à l'industrie charbonnière de s'adapter progressivement à la nouvelle situation du marché face à la concurrence d'autres formes d'énergie et lui assurer les meilleures chances possibles de développement. Car, même dans l'avenir, le charbon demeurera, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, il demeurera l'une des bases de l'approvisionnement de l'Europe en énergie. Ainsi, l'horizon s'élargit. Autrefois, énergie était synonyme de charbon. Aujourd'hui, l'énergie, c'est le charbon plus un certain nombre d'autres sources d'énergie. L'économie charbonnière a fait place à l'économie énergétique. Contribuer à la programmation d'une politique énergétique commune, telle est aujourd'hui la dernière en date des tâches de la plus ancienne communauté, la CECA, qui a rendu possible la fusion des 6 pays en une communauté européenne économique et atomique et qui, bien au-delà, prépare une intégration complète de l'Europe sur les plans économiques, culturels et politiques.